La situation à la fin du Moyen-Âge est paradoxale. Si les échanges se multiplient, la monnaie manque. Elle manque terriblement, elle manque continuellement. Mais la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492 va tout changer. Au début du XVIe siècle, les conquistadors espagnols qui déferlent sur le Nouveau Monde vont rapporter en Europe des quantités de métaux jamais vues. Quand les Espagnols découvrent l'Amérique, ils trouvent de l'or pillé aux Aztèques et aux Incas. Les trésors sont en telle quantité qu'on fait quand même entrer plusieurs centaines de tonnes d'or en Europe. Cet or, ils le fondent pour en faire de la monnaie. C'est une pièce d'or qu'ils appellent l'escudo. Et cet escudo va tout de suite circuler partout puisque c'est la seule source d'or et de l'Espagne et de l'Europe. Grosso modo, même chose pour l'argent. L'argent, par contre, ce que l'on trouve, ce sont des mines. Ces découvertes de métaux précieux, notamment en Amérique, vont financer une vie politique, une vie artistique en Europe. L'or et l'argent espagnol vont donc être le catalyseur monétaire de la nouvelle période qui s'ouvre, la Renaissance. La Renaissance est une période qui se situe au XVe siècle, qui démarre en Italie. On estime que c'est vraiment le berceau de la Renaissance, qui est une période qui correspond à un renouveau économique, à une modification politique également, et surtout, ce qu'on en retiendra essentiellement, c'est un renouveau artistique. François Ier sait que ses voisins espagnols découvrent, colonisent, exploitent l'Amérique. Lui, son obsession, c'est l'Italie. Quand il entre en Italie, il découvre une nouvelle pièce de monnaie qu'on appelle le teston. Le teston est une pièce d'argent où, comme son nom l'indique, pour la première fois, la testa, la tête du souverain, figure sur la pièce. Le teston est arrivé chez nous, en fait c'est une pièce italienne, testone, avec la tête. Et c'est évidemment au moment des guerres d'Italie où les rois de France ont trouvé que c'était intéressant et donc ont décidé de ramener cette idée en France. Dans la monnaie, il y a une partie de communication. Il y a une gestion aussi de l'image qui est essentielle. Ce sont des pièces très esthétiques qui permettent une communication de prestige et de qualité par la beauté d'un portrait. Tout l'art de la Renaissance est dans le portrait, puisque apparaissent de véritables portraits sur les monnaies. Et cet art du portrait va effectivement s'améliorer de plus en plus. On voit apparaître ce qui avait pratiquement disparu au Moyen-Âge, de vraies représentations, c'est-à-dire que le personnage que vous voyez, on va estimer qu'il est à peu près fidèle au personnage existant, et ce n'est pas un personnage immobilisé comme c'est au Moyen-Âge. Il faut qu'on imagine un monde qui jusque-là ne connaît pas l'image de ses dirigeants. C'est quelque chose qui aujourd'hui peut nous sembler effectivement très étonnant, mais il n'y a pas de moyen de diffusion de cette image. Le seul moyen de diffusion de cette image, c'est la monnaie. Ça rappelle beaucoup les portraits de certains empereurs romains, où on essaie d'avoir vraiment un portrait qui ressemble à la personne, tout en le flattant, bien entendu. Dans la première moitié du XVIIe siècle, la situation monétaire est absolument chaotique. Depuis la Renaissance, on a frappé un nombre très important de monnaies différentes qui circulent dans la plus totale confusion sur l'ensemble du royaume. Pour le roi et son ministre, le temps est venu d'unifier ces monnaies. Dans les années 1640, est au pouvoir un homme important qui est Richelieu. Richelieu, depuis une quinzaine d'années, réforme l'État et l'une de ses réformes sera d'unifier la monnaie. J'ai pu repérer que jusqu'à 150 pièces de monnaie différentes circulent dans la première moitié du XVIIe siècle. Richelieu et souverain Louis XIII ne veulent plus de cela. On va donc créer une nouvelle pièce d'or et une nouvelle pièce d'argent. Le louis d'or et l'écu d'argent. C'est la création d'abord d'un graveur qui s'appelle Jean Varin, qui est un graveur et un sculpteur exceptionnel. Il a fait des bustes, il y en a qui sont à Versailles, c'était un homme d'un talent infini. Et ce portrait donc, de Louis XIII en 1640, c'est vraiment le portrait idéalisé, classique, avec en même temps une âme. C'est absolument splendide. Et surtout, ce que je trouve fascinant, il y a quelques pièces qui sont des multiples. Et le 4, le 8, le 10, c'est quelque chose d'assez exceptionnel dans la numismatique française. Ce sont des pièces dites d'hommage, des pièces de plaisir, et qui étaient destinées à la table de jeu du roi. Donc c'était extraordinaire de penser que le roi en fait jouait avec ces monnaies absolument gigantesques. Et ça, ce sont des pièces extrêmement rares et extrêmement, si je puis dire, extrêmement glamour. Avec la réforme donc, du louis d'or et de l'écu d'argent, Louis XIII et Richelieu font entrer les machines dans l'atelier monétaire.
Désormais, c'est au balancier, avec un système à poids lourd, que l'on va frapper la monnaie. Et c'est avec des coupoirs au moulin que l'on va couper les monnaies. Il y a le moment triomphal de l'invention de la monnaie, c'est quand on frappe monnaie avec donc ces balanciers, qui sont d'énormes machines dont on fait tourner la vis avec des grandes courroies. On tourne, et puis on lâche le balancier, et ce poids énorme va venir frapper monnaie. C'est une grande révolution qui blesse le personnel des ateliers monétaires. À partir du moment où on introduit des machines, un balancier ou un coupoir remplace 10 à 12 ouvriers. La monnaie de Paris, comme d'autres monnaies, sont des monnaies qui font grève, qui sont frondeuses. En 1643, Louis XIII meurt. Son fils Louis XIV accède au trône de France à quelques mois de son 5e anniversaire. Avec le roi Soleil, la monnaie va devenir un instrument essentiel de propagande de l'absolutisme royal. Louis XIV est certainement, du point de vue de la monnaie, un souverain charnière, parce que d'abord, effectivement, son règle est très long. Et en plus, il est initié très jeune, la monnaie de Paris conserve le tableau par Jean Varin, qui est le graveur général des monnaies, à l'histoire de la monnaie. Il crée le premier cabinet des médailles, donc il s'intéresse beaucoup à la numismatique, il est très collectionneur. Et en même temps, il s'intéresse à la monnaie comme vecteur de propagande. Quand Louis XIV monte sur le trône, il a 5 ans. Et Jean Varin, le graveur des monnaies, crée pour lui un portrait d'un enfant de 5 ans. Et est diffusé dans l'ensemble du royaume le portrait d'un enfant sur les écus d'argent et les louis d'or. Cet enfant vieillit, grandit vite, et on va diffuser une nouvelle image, une nouvelle empreinte d'un roi un peu plus mûr. 1661, c'est la prise de pouvoir personnelle de Louis XIV. Il est chauve depuis qu'il a 20 ans et il invente une nouvelle mode qui va être pratiquée jusqu'au XIXe siècle dans le monde entier, le port de la perruque. Ce portrait est l'occasion de montrer qu'il porte une perruque. Il ne faut pas oublier que cette période-là, le seul moyen de connaître le visage du souverain, c'est la pièce de monnaie, parce qu'il n'y a pas de gravure qui circule dans toute la population, il n'y a pas de journaux. Donc c'est un point important, et ça, il en tire vraiment les conclusions. D'abord en changeant périodiquement son portrait sur les monnaies, et d'autre part en créant l'histoire métallique française. Et là, il fait créer des quantités de médailles et de jetons, soit à son effigie, soit vantant une naissance, une victoire, une conquête. Les fondations, les créations de grands monuments, les faits marquants du royaume, les mariages, etc. Tous les événements vont être célébrés et vont composer une histoire métallique à la gloire du roi. Si vous voulez, ce qu'on verrait aux actualités maintenant, dans un journal à la télé, vous l'avez un peu par ces médailles. C'est un outil de communication extraordinaire. D'ailleurs, Napoléon Ier prendra exactement la même chose. L'histoire monétaire du règne de Louis XV est très intéressante pour plusieurs raisons. Louis XIV, comme il l'aurait dit sur son lit de mort, a trop fait la guerre et les caisses sont vides. Le début du règne de Louis XV commence donc par une série de manipulations monétaires. C'est pour ça que Louis XV est peut-être l'enfant dont on connaît le plus de portraits différents sur la monnaie, parce que la monnaie change tous les 2 ans, tout au long de son enfance et de son adolescence. À force de vouloir effectivement modifier l'effigie des souverains, sous Louis XV, on a, un petit incident de parcours, qui est que le graveur général de l'époque a un peu trop vieilli le portrait du roi. Et donc, le roi s'en est ému et a demandé à ce qu'il soit rectifié pour ne pas paraître peut-être comme il était réellement. Ça montre aussi que le souverain s'intéressait vraiment à son effigie et ne voulait pas qu'on mette n'importe quoi dessus. En 1765, Louis XV prend la décision de construire un palais de la monnaie et une manufacture ultramoderne pour l'époque. L'édifice voit le jour 10 ans plus tard, sur la rive gauche de la Seine, à l'emplacement du Grand Hôtel de Conti. La Monnaie de Paris va occuper jusqu'à aujourd'hui ce bâtiment grandiose, œuvre de l'architecte Jacques Denis-Antoine. Jacques Denis-Antoine hérite d'un site tout à fait exceptionnel dont on se rend parfaitement compte toujours aujourd'hui. Et donc, il va imaginer cette grande façade
extrêmement monumentale, avec son avant-corps à colonnes, à l'arrière de laquelle se développeront les ateliers de fabrication de la monnaie. Ce qu'il s'agit de réaliser, c'est un établissement où on puisse à la fois installer une usine métallurgique en réduction, il y a des forges, il y a des fours qui fondent les métaux, etc. Et puis il faut aussi des bureaux, parce que la monnaie se compte, mais également se distribue. Il y a là-bas des changeurs, il faut recevoir du public. On a vraiment là l'affirmation du grand monument public, symbolique du pouvoir royal, du pouvoir régalien, de battre monnaie. Et l'Hôtel des Monnaies rentre formidablement dans cette catégorie de création de cette deuxième moitié du XVIIIe siècle. En 1775, Louis XVI devient roi de France et hérite d'une situation difficile. Disette, sécheresse, grand froid, les catastrophes naturelles se multiplient, les récoltes sont très faibles, le peuple a faim. En 1788, pour sauver la France de la banqueroute, le roi convoque les États généraux. Il ne sait pas encore que le processus qui s'enclenche va conduire à sa perte.